Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous. Oui, un film chinois très intéressant, vous allez voir, très surprenant. Black Dog de Guan Hu. Alors pour présenter le cinéaste, ça va être un peu difficile parce que je crois qu'il n'y a aucun de ces films qui était arrivé jusqu'à nous auparavant, donc vraiment on le découvre, enfin moi je le découvre avec Black Dog. Simplement dire qu'en Chine, on classifie, on répertorie les cinéastes selon leur génération, et donc Guan Hu appartient à la 6e génération du cinéma chinois, et donc ça veut dire qu'il a commencé à tourner au début des années 90, dans les années 90, comme ses congénères de la 6e génération, qu'il a été formé à l'Académie de Pékin. C'est donc un cinéaste né en 1968, qui est passé plutôt par la voie officielle, qui s'est fait remarquer au début de sa carrière pour des films à petit budget sur la scène rock de Pékin. Bon, voilà, donc film que je n'ai pas vu, qui ces derniers temps en était arrivé plutôt à tourner des blockbusters, des gros budgets. Voilà, c'est un cinéaste chevronné avec 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière derrière lui, qui en était arrivé à tourner des gros budgets, et qui, avec ce film Black Dog, comme on l'a découvert l'année dernière à Cannes, en revient plutôt à une économie et à un registre plus personnel, un régime du cinéma d'auteur, du cinéma d'auteur chinois. Alors, ce qui va être intéressant à examiner, c'est un petit peu comment on arrive à faire encore des films personnels, avoir un ton assez mordant, avoir un regard plutôt acerbe sur la société aujourd'hui en Chine, où on sait très bien que le pouvoir central a quand même largement resserré son contrôle sur les films, que un film chinois ne sort pas hors des frontières sans l'estampille, ni même ne sort en salle en Chine sans le tampon des autorités, en quelque sorte. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez étonnant avec ce film, qui a une vraie liberté de ton, vous allez le voir, qui se passe dans une petite ville excentrée proche du désert de Gobi, qui se situe dans les années 80 et qui va suivre le parcours cabossé d'un personnage, je vous en dis pas beaucoup plus, en creusant une question, comme ça semble assez évident quand on voit l'affiche, qui est celle de la relation entre l'humain et l'animal. Mais Guan Hu va le faire avec déjà un savoir-faire, une certaine maestria formelle, et puis une approche que je dirais presque quasi apocalyptique. Enfin, voilà, vous allez voir pourquoi. Il y a vraiment un dessin de la société de cette petite ville comme ça, qui est presque une métaphore de la Chine actuelle, et dont on se demande un petit peu comment ça a pu passer entre les mailles du filet. Voilà, donc je vous propose que nous le découvrions tous ensemble, qu'on le revoie, et comme on le fait à chaque fois, on se retrouve à la fin du film, ceux qui le souhaitent, pour j'ai une petite analyse que je vais vous proposer, et puis ensuite en discuter tous ensemble. Voilà. Donc allons-y. Black Dog de Guan Hu, c'est pour tout de suite. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors déjà, un point d'amendement, parce que vous voyez comme la mémoire nous joue des tours. Je ne sais pas pourquoi, j'avais gardé le souvenir que le film se passait dans les années 80. C'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas. J'ai refait le film à ma sauce. Oui, en fait, la datation est beaucoup plus significative que ça, puisque le film se passe à la veille des Jeux Olympiques de 2008 de Pékin. Et donc, il y a évidemment derrière ça tout l'horizon d'une éventuelle rénovation urbaine, réinstallation, reprise des affaires, tout ce qui accompagne un peu ces grands événements sportifs et la façon dont les métropoles les envisagent, et dont on connaît l'ambiguïté, bien sûr, parce que les JO, on sait à quel point les villes comptent dessus, on sait aussi les désastres, les installations abandonnées,
comment dire, la désuétude dans lesquelles les quartiers sportifs des JO, dans lesquels se sont installés les Jeux Olympiques, peuvent laisser certaines villes. Donc il y a évidemment tout ça en toile de fond ici qui habite un peu l'imaginaire du film. Il y a aussi l'idée d'une étape importante dans l'ouverture de la Chine au monde, dans l'image qu'elle a présentée évidemment au monde entier. Et donc voilà, cette date de 2008, qui ne sont pas les années 80, en effet, c'est plus proche de nous. Mais la ville dans laquelle se passe le film, c'est vrai qu'il y a un petit... comment dire, il y a un décalage temporel, quoi. Il y a vraiment un espèce de vertige chronologique qui fait que même si ça se passe en 2008, on se demande... à quelle époque on est. Voilà, c'est pas du tout pour résorber mon erreur, hein, mais voilà, des fois les films travaillent de manière surprenante dans nos têtes, et vous en avez eu un peu la preuve là. Donc 2008, hein, et pas les années 80, en effet. Donc voilà, donc, c'est un très beau film, ce Black Dog. On aura l'occasion d'en discuter. D'abord, dire un petit peu ce qui me semble être l'horizon du film, ce qui va pouvoir animer un peu les discussions. L'horizon du film qui serait pour moi cette idée de... Oui, un horizon de remplacement de l'être humain par l'animal, quoi, hein. Ce stade où voilà, une population humaine se résorbe, s'efface pour laisser place aux meutes de chiens, à une présence animale. C'est comme l'horizon d'un crépuscule en quelque sorte, hein, où voilà, l'humain disparaîtrait pour laisser place à l'animal, aux animaux, au règne animal. Et pour moi, il y a plusieurs choses dans le film qui nous parlent de ça, de cet horizon-là, de cette anticipation-là. C'est d'abord le tout premier plan qui est quand même assez frappant, ce par quoi le film s'ouvre, un plan assez long où on est aux prises avec le désert qui s'étend autour de nous, ces étendues magnifiques, avec un bus qui arrive du fond de l'image, dans l'arrière-champ. Et puis la caméra se détourne quelque peu par un mouvement panoramique et tout à coup une meute de chiens se précipite dans l'image. C'est tout à fait spectaculaire, mais on a là voilà, et puis le bus va être renversé par cette présence animale cette présence canine plus spécifiquement dont on sent bien que tout l'enjeu du film, ça va être de restituer sa présence dans l'espace, presque comme une question de territoire en quelque sorte, hein. Qui va gagner ce territoire à la fin? Il se peut bien que ce soit les chiens qui déjà, dès le début, agissent comme une horde, sont presque des vagabonds, presque des bandits de grand chemin comme ça qui vont renverser ce bus de passagers. On va découvrir notre personnage principal. Un peu plus tard, il y a beaucoup d'autres plans qui font penser à ça. Il y a celui notamment où Lang, le héros, est allé récupérer son lévrier noir, son compagnon, et le ramenant dans son sidecar dans le désert, va être lui aussi amené à rencontrer cette horde de chiens qui s'est assemblée sur les collines, et il va avancer doucement comme ça entre ces multiples chiens qui le laissent passer tout en l'observant, hein. Et là il y a une sorte encore une fois de partage du territoire qui se dessine, comme de toute façon Guan Yu ne cesse de multiplier dans la ville les images, les plans, les valeurs de plans, les échelles qui permettent à la fois de montrer le partage du territoire entre les humains et les chiens. Et il y a toujours un chien qui se cache dans un coin de l'image ou qui circule dans l'arrière-plan, ou voilà, cette cohabitation qui est vraiment l'un des principaux motifs du film, et qui vise peut-être ce moment où voilà, ce qui semblait être le décor privilégié de la société humaine contemporaine, moderne, la ville,
eh bien, est voué à sa disparition, à son ensablement peut-être, et puis à laisser place à une autre espèce. Donc voilà, le film travaille beaucoup là-dessus. On peut dire que Gwen Hu, qu'on ne connaît pas, on peut pas analyser, faire une lecture politique des auteurs à partir de ce seul film. On sent bien qu'il y a chez lui une vraie maîtrise, quelque chose de très sûr dans le geste de mise en scène. Bon, c'est un cinéaste de 56 ans, il est chevronné, comme je le disais, il a toute une carrière derrière lui. Et on voit avec ce film quand même que, à la fois dans la direction d'acteur, dans les dynamique de l'action, parce qu'il y a des moments contemplatifs, il y a des moments d'action, dans la restitution des espaces, dans même comment gérer les animaux à l'écran. Bon, il y a de l'apport du numérique, bien sûr, qui est très présent dans le film, mais voilà, il y a une vraie maîtrise de tous ces éléments, un geste très sûr, presque quelque chose même voilà, où les significations s'installent très bien à l'intérieur du film, une vraie assurance qui est tout à fait remarquable, mais qui n'empêche pas la poésie. Le film est à ce titre non seulement bien mené, rythmé, efficace, avec des vraies perspectives fortes, et en même temps il laisse aussi un peu de champ à la réflexion, à la poésie, etc. Donc là-dessus on a affaire quand même à un cinéaste intéressant, quoi. Ça me semble assez clair. Alors il y a un point dans la façon dont le film fonctionne qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est-à-dire, pour résumer à grands traits, on peut dire que le film a presque un argument de western, quoi. C'est-à-dire, c'est quasiment un western, bien sûr, avec des guillemets, toute proportion gardée, etc. Mais disons que c'est ce motif du retour d'un proscrit, d'un homme qui a été hors la loi, retour dans sa ville originaire où il a laissé derrière lui des dettes, des contentieux, des conflits, des choses non réglées, toute une masse à quoi il va devoir se confronter, et qui est une ville presque comme une ville du Far West. Alors bon, là c'est la Chine du Nord, bien sûr, mais voilà, c'est quasiment ces petites villes fantomatiques de l'Ouest américain dans lesquelles on voyait parfois certains héros du western revenir, ce motif du retour comme ça dans la ville qui est ici, me semble-t-il, très important. Donc voilà, quasiment une structure de western en effet, mais avec cette idée quand même que je trouve très forte, que le héros, Lang, dont on va apprendre progressivement plein de choses, on va caractériser un petit peu le personnage, notamment donc il sort de prison, il sort d'une longue peine de prison, il a été musicien, il a été connu, il a une certaine notoriété qui tourne autour de lui, c'était le leader d'un groupe de musique. Quelle musique ? Il y a des indices, on voit que c'est un fan de Pink Floyd, plein de son t-shirt, sa moto, etc. Puis même la musique du film, bon, ça nous place un peu dans cette voilà. Et mais ce qui est très intéressant, c'est que Gwen Hu en fait un personnage mutique, un personnage qui ne va quasiment pas parler en fait, enfin pas du tout. Il reste silencieux. Et le principe du film, c'est qu'on va le suivre, on va l'accompagner dans ce retour, dans ses déplacements, dans son installation, dans ses retrouvailles avec tout ce milieu un peu excentré. On va l'accompagner, on accompagne quelqu'un qui ne parle pas, et donc évidemment le passé reflue à la surface, c'est par indice qu'on va voir sa moto, le lieu où il a habité, retrouver son père sur le site du zoo de la ville, mais tout ça implique quelque chose. Donc c'est que les informations ne nous viennent pas forcément de façon verbale, enfin voilà, ce personnage ne verbalise pas,
ce n'est pas un profil psychologique auquel on a affaire, c'est vraiment un personnage qui agit, qui se déplace, voilà, c'est une approche comportementale, on pourrait dire. Hein. Alors c'est les autres personnages autour de lui qui parlent. Alors là, oui, il y a des dialogues, bien sûr, mais lui, il est peu disert, il est peu loquace, voilà. Et ça, voilà, ça implique quelque chose, c'est que, en effet, la caméra le suit, mais surtout qu'elle ouvre le champ autour de lui. On a souvent affaire à des cadres assez larges où ce personnage et les autres personnages, il n'est pas le seul, hein, le film est assez souple dans ce sens-là, sont restitués dans l'environnement, dans le paysage, dans le décor, quoi, en quelque sorte. Et voilà, la silhouette humaine, elle est toujours relativisée, elle est toujours inscrite dans l'espace qui l'entoure. Elle est toujours ramenée à la fois l'étendue, l'horizon, le dédale des lieux qu'on va traverser. Et en effet, Guan-Yu joue beaucoup sur ces plans larges, panoramiques, travelling, tout ce qui permet de décrire l'espace, en quelque sorte. Et pour cause, puisque un des points forts du film, c'est évidemment cette ville de Shixia. Alors, pardon pour la prononciation, ça ne doit pas du tout se prononcer comme ça. Cette ville qui est... voilà, que le simple fait de montrer ce qu'elle est, comment elle est, son état, est déjà extrêmement significatif. Qu'est-ce qu'on voit dans ces allées et venues de langue dans Shixia? C'est une ville où la jeunesse est partie, qui n'a plus beaucoup de perspectives d'avenir, qu'on sent complètement abandonné par le pouvoir central, en fait, qui n'est plus vraiment là, si ce n'est par quelques agents de police, mais bon, voilà, on voit bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'efficacité, dont les bâtiments sont décrépits, beaucoup abandonnés, en état de ruine, dont les rues sont laissées à l'abandon, il n'y a plus vraiment de service public, qui est une sorte de ville quasi fantôme. Et voilà, et la caméra joue beaucoup à nous promener dans ce labyrinthe, dans ces vestiges, hein, où on abat les bâtiments, où les installations s'effondrent. Voilà, donc tout ce caractère presque archéologique déjà, presque d'une civilisation industrielle qui n'est plus, puisque ce qu'on apprend, c'est que c'était une ville de traitement du pétrole, de fabrication de l'élastique. Voilà, c'est une ville désindustrialisée. Donc c'est quelque part le XXe siècle qui s'efface, quoi, grosso modo, et et le désert qui est à la porte de la ville qui s'étend. Est-ce que ce n'est pas une forme de désertification au sens large, au sens même quasiment géographique, topologique, qui cerne cette ville? Bon, voilà, c'est très intéressant la façon dont Guan-Yu nous montre ça à travers les déambulations de son personnage, à travers les relations qui se nouent. Et on y reviendra un peu, mais voilà, cette approche par le paysage, par l'espace, par la forme de la ville, par tout ce que cette ville contient de traces d'un passé qui s'agrandit, un passé sans avenir, en fait, un passé qui va rester calcifié en quelque sorte. Voilà, ça me semble extrêmement frappant, très intéressant, et c'est vraiment une balade urbaine qu'on fait à travers ce film. Il y a d'ailleurs un détail qui me plaît beaucoup dedans, c'est que quelle est la présence du pouvoir central? C'est les haut-parleurs. Voilà. C'est une espèce de voix mécanique, en fait, voilà, qui résonne comme ça, qui donne des indications, des instructions, des slogans, mais c'est une voix sans corps, c'est une voix sans présence, c'est une espèce de message comme ça qui tournerait, même si cette autorité, on a l'impression qu'elle est, elle est fantomatique. Donc
Ça, c'est un beau détail, je trouve, à l'intérieur du film. Donc, décrire cette ville, et puis voilà, qu'est-ce que c'est que l'état de disparition de l'homme, de ce moment où sa présence s'éteint, s'efface, où elle est contestée par les éléments, où elle est contestée par la présence animale, et où, il y a quand même évidemment un espoir dans cette ville avec les JO, l'idée que peut-être les affaires pourraient reprendre, etc. Mais évidemment, vu l'ampleur de l'abandon, c'est une sorte d'illusion, comme on le comprend bien. Et donc, le retour de Lang, muet, voilà, accompagné de manière assez descriptive par la caméra, qui nous montre un petit peu toutes ces traces. Alors, il y a des images très fortes, il y a la salle, le théâtre abandonné, par exemple, un théâtre sans spectateur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Il y a bien sûr il y a plein de questions de territoire qui vont se nouer autour de ça. Alors, il y a plusieurs étapes dans le film. Il y a tout le moment assez intéressant où Lang rejoint la brigade canine, voilà, et qui, par contraste, va nouer son amitié, son entente avec le lévrier noir, qui va être au cœur du film. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette relation? C'est une sorte d'adoption mutuelle qui va se jouer, et qui se joue elle aussi par un enjeu, encore une fois, de partage du territoire, parce que c'est parce que tous les deux ils urinent dans le même coin, voilà, que quelque part la rencontre se fait. Alors c'est marrant, hein, c'est vraiment la façon dont les chiens marquent leur territoire. Voilà, c'est ça qui va enclencher cette amitié. Et puis tout le film, voilà, montre comment l'un et l'autre s'apprivoisent en quelque sorte, hein, parce que c'est réflexif. Il y a quelque chose de cet homme, de ce proscrit, qui se reflète évidemment dans la figure du chien errant, du chien vagabond, de l'indésirable. En plus, c'est un hors-la-loi, le chien. C'est celui qui est recherché par les autorités. Sa tête est mise à prix. Il y a une rançon sur lui. Voilà, bon, tout ça sont des termes qui s'attachent aussi au western. C'est un jeu, évidemment, avec les formes. Mais ça va être aussi une façon de décliner cette relation entre l'homme et l'animal, qui prend plein de formes dans le film, des formes plus ou moins métaphoriques, ou de planter des paysages comme ça, parce qu'évidemment il y a le décor du zoo, hein, le zoo que seul encore un vieil homme, dont seul un vieil homme prend encore soin. C'est le dernier à s'occuper comme ça des animaux en cage. Il y a le cirque qui passe dans la ville. Voilà, il y a plein de figures comme ça, de relations possibles entre les hommes et les animaux que le film observe, jusqu'à cette scène assez étonnante où tout le monde quitte la ville pour aller observer l'éclipse. Et évidemment, à travers la figure du fou, de l'idiot, mais de l'idiot quasi dostoïevskien, qui est présent dans la ville, qui soulève les barrières, etc. Bon, les animaux sont libérés, et tous les animaux du zoo sont libérés et réinvestissent les lieux urbains habités ordinairement par les hommes. Donc vous voyez un petit peu comment ce film fonctionne pour nous amener cette image, cet horizon d'une sorte de désolation urbaine, de la fin d'un modèle urbain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous attend? Est-ce que quelque part, un pouvoir trop centralisé, trop extérieur, trop lointain ne mène pas à ce genre de désolation et d'abandon? Donc, le film fonctionne beaucoup là-dessus. Il y a aussi un point qui me semble assez important, c'est la façon dont, au-delà de la relation avec l'animal, qui est vraiment la grande force du film, on se demande d'ailleurs, il y a des plans saisissants sur même les circulations de l'animal, le lévrier et puis d'autres, comment ils se déplacent, comment ils interagissent avec les humains, comment tout ça s'inscrit dans la narration, comment... c'est très frappant, hein. Et on se demande parfois quelle est la part
d'animaux réels qui sont vraiment présents devant la caméra, et puis d'effets spéciaux numériques. Bon, bah ça, je serais incapable d'établir précisément mais il y a un mélange tout à fait qui fonctionne très bien, hein, je trouve. Et puis, il y a aussi cette idée qui arrive en cours de route. Alors, pas beaucoup de femmes hein, dans cet univers, pas beaucoup d'enfants, évidemment, beaucoup de personnes âgées. Et le retour de ce personnage d'ancien prisonnier en liberté conditionnelle, il va se confronter à des figures paternelles, à des figures de la génération au-dessus de lui, quoi, grosso modo. Hein, ça va être ça. Elle se décline de plusieurs façons. Il y a son père, bien sûr. Et puis il y a ces étranges hommes d'affaires qui sont un peu comme des chefs de clan. Hein, on voit bien que les figures de l'autorité centrale, de la loi, etc., redeviennent beaucoup plus grégaires, beaucoup plus incertaines, puisque chaque homme qui a un peu de pouvoir, c'est aussi une sorte de bandit ou d'homme d'affaires. Enfin, le mélange entre les deux est pas très clair. Donc, bien sûr, il y a Hu le boucher, là, celui qui a le plus fort contentieux avec Lang, parce que voilà, on apprend que c'est son neveu qui a tué le héros, et qui tient une espèce de ferme à serpent, quoi. Donc bon, ça aussi c'est métaphorique, bien sûr. C'est surtout un rapport, encore une fois, commercial, industriel, consommateur à l'animal, un rapport d'affaires, quoi, en quelque sorte, très transactionnel, que renferme ce personnage. Et puis il y a aussi, c'est très frappant, c'est le chef de la brigade de capture des chiens, voilà, la brigade de la fourrière, quoi, grosso modo, pour capturer les chiens errants, qui est un peu une figure aussi à la fois paternelle et inquiétante, en même temps plutôt sympathique avec Lang, mais en même temps il a aussi quelque chose du chef de clan. Et lui, il est interprété par un autre cinéaste que vous connaissez peut-être, qui est également un confrère de la même génération, de cette 6e génération du cinéma chinois, qui est Jia Zhangke, voilà, qui joue dans le film donc de Guan Yu, le rôle du chef de la brigade de la fourrière. Et donc, Lang, le silencieux, Lang qui va développer une langue non verbale. Ça aussi, c'est un enjeu très beau du film. Le fait qu'il invente avec son lévrier une autre langue qui n'en passe pas par les mots, qui n'en passe pas par la syntaxe, mais qui est une langue sifflée. Voilà, ce petit sifflement. Eh bien, Lang barbote, circule, se débat entre des figures de père, une démultiplication de son père, comme ça, qui pèse sur lui, une sorte de faisceau de relations paternelles dont il ne parvient pas à s'extirper, en quelque sorte. Hein. Et toute la question du retour, ça va être de savoir si il peut surmonter comme ça l'existence de ses pères et de ses pères, voilà, pour filer la métaphore. Et c'est évidemment voilà ce que le film montre, ce que le film décrit. Un point aussi sur la photographie qui est très étonnante, qui est très belle, je trouve, parce qu'il y a un parti pris de l'image qui est de désaturer. Hein, désaturer, ça veut dire que il n'y a pas de couleur forte, il n'y a pas de couleur franche. On baisse l'intensité des couleurs pour se rapprocher de quelque chose de très minéral dans le ressenti de l'image, qui va avec la logique de désertification, de l'approche du désert, de cette ville qui se pétrifie comme ça dans un passé perpétuel, en quelque sorte. Et ça résonne très bien avec je trouve, le rendu de l'image. Jusqu'à ces dernières scènes où un horizon redevient possible, avec bien sûr le départ, le fait de quitter la ville. Et Guan Yu multiplie les moments où il va nous montrer la ville qui se vide, qui laisse place à autre chose, cette désurbanisation en quelque sorte qui anime un peu tout le film.
et qui redéfinit le partage entre l'humain et l'animal. D'ailleurs, si il y a bien une espèce qui se reproduit à la fin, et si on voit un bébé, c'est plutôt un chiot, quoi. Voilà, ça va être la seule naissance possible dans ce film. C'est voilà, c'est le lévrier qui a fait des petits bébés, quoi. Voilà, donc tout cela. Bon, ça semble, nous donne un paysage, et il me semble que j'ai beaucoup parlé, je ne veux pas vous assommer non plus avec des analyses interminables, et il est temps, je pense, de débattre, d'établir le dialogue, de voir un petit peu comment vous avez apprécié le film, si vous l'avez aimé, pas aimé. Donc voilà. Oui, bonjour. Moi, j'ai trouvé ça très, très émouvant comme film, j'ai beaucoup aimé. Vers la fin, j'ai réalisé qu'on passait son temps à enfermer, libérer, et vu le point de départ, c'est quand même une personne qui sort de prison, je trouvais qu'à chaque fois ça nous ramenait à ça. Alors on peut compter, il y en a plein, même lui il va à un moment fermer avec des chaînes pour aller régler son compte. Le chien est attaché, on le libère, on enferme, et le zoo, sur la fin, quand on voit des plans larges avec toutes ces cages qui sont vides, puis remplies, enfin, à chaque fois il y avait enfermement, libération, ça m'a beaucoup marqué ça dans le film. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que la ville, comme la ville n'est plus habitée, n'est plus utilisée comme elle devrait l'être, ça devient... un labyrinthe, une forme creuse presque, où il n'y a que des parois, des recoins, des seuils, des passages. On ferme les portes, on s'abrite ici, voilà, c'est vraiment... oui, il y a quelque chose vraiment du labyrinthe, quoi, je trouve, dans cette ville, parce que justement ces installations ne servent plus à autre chose qu'à se cacher, s'abriter, se traquer les uns les autres, s'enfermer ou se libérer. Oui, voilà, en effet, c'est vraiment tout l'enjeu. J'ajoute aussi deux choses parce que ça me vient au fur et à mesure, mais sur la mise en scène de Guan-Hu. Vraiment, il mobilise beaucoup de ressources de mise en scène. Et moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment très bien dans le film, c'est le jeu sur les échelles. Tout ce qui est premier plan, arrière-plan, profondeur de champ, des personnages ou des chiens au premier plan avec les silhouettes dans le fond, etc. Ça joue beaucoup sur l'étagement de la vision, comme ça, justement par la perspective des bâtiments, les travées, les percées, les couloirs, vraiment des notions d'espace, encore une fois, qui sont très bien mobilisé dans le film. Et puis il joue beaucoup des perspectives aussi, des renversements de perspectives et du nivellement. C'est-à-dire par exemple quand Lang grimpe avec sa moto sur l'éminence du zoo pour pouvoir un petit peu pour voir s'il repère son père ou quelqu'un d'autre dans le zoo. Bon, bah, on a lui qui monte, on a le point de vue du dessus, on a le point de vue d'en bas. Voilà, il joue beaucoup de ces perspectives, de ces renversements de l'espace, même quand le bus se renverse au début en plein dans le désert. Bon, bah, il y a une façon très habile de caractériser les personnages. Tout d'abord, il y a un enfant qui prend un peu de distance et qui se distingue des autres passagers. Plus tard, on découvre Lang, accroupi, etc. Voilà, il arrive très bien par un dynamisme de l'espace, par une variation d'axe dans tous ces lieux, à la fois à saisir les personnages, en jouant sur les échelles, en jouant sur leurs différences de positionnement. Bon, on me dirait c'est le b.a.-ba de la mise en scène, mais là, voilà, il y a une vraie habileté, il y a une vraie... c'est intéressant à voir, hein. On se demande toujours où est-ce qu'on est par rapport... il a voilà, un talent pour établir des repères spatiaux qui nous permettent toujours de savoir où on est, et en même temps il varie les cadres, il n'y a jamais deux cadres qui se ressemblent, il arrive toujours à trouver un nouveau lieu d'où filmer. Bon, c'est quand même assez souple, ouais, un vrai talent de ça, je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé, moi aussi m'a beaucoup ému, je suis rentrée dans toutes les émotions. Alors
êtres humains et animaux. Alors, je ne sais plus ce que vous disiez là. Ah oui, c'était pour une façon aussi, c'était de le suivre, de faire que ce film était comme un labyrinthe. Parce que comme ça, on était toujours en pensée avec le film, on lâchait rien, on était là, on était vraiment dans l'émotion. J'ai beaucoup aimé, moi, pour vous faire rire un peu, l'histoire de l'urine. Donc, en final, les êtres, les mâles humains, quand ils sont dans une ville, ils continuent à faire long des murs, et les animaux, et les mâles chiens, pareil, ils lèvent la patte. Donc, alors là, j'ai trouvé ça super, parce que c'est vrai qu'on peut vous faire une très très belle ville. Si vraiment vous avez envie, nous, je ne sais pas ce qu'on fait, mais vous faites. Pourtant, il y a une amende à la clé. J'ai pensé à beaucoup de choses autrement dans ce film. Oui, comment on humanise les chiens. En final, on les humanise à notre façon, à nous. Ils viennent sur le lit, il apprend les caresses, il apprend tout ce chien. Il apprend aussi à se méfier des êtres humains, du bruit. Au début, il aboie, il mord et tout ça. Voilà, il y a tout ça. Donc je trouve cette relation entre l'homme et les chiens qui sont belles. Et on peut penser aussi à la ville nouvelle. La ville nouvelle, on va encore être tous avec un chien. On va le promener. On va, vous voyez, il va y avoir la ville, elle va devenir encore pleine de merde, pleine de voilà. Et c'est les chiens qui prennent la place. Et alors qu'elles soient anciennes comme celle-ci ou qu'elles deviennent nouvelles, on retrouve toutes ces traces. Voilà. Oui, puis il y a tous. Alors il y a la scène où ils urinent tous les deux sur le même coin de rue. C'est marrant parce que lui, il se Lang, il se soulage par hasard là, mais pour le chien, c'est un enjeu de territoire. Voilà. C'est ça qui est amusant dans la scène et le fait qu'il revient plusieurs fois, il va l'observer. Oui, mais il lui a fait comprendre. Il lui a fait comprendre que c'était aussi son territoire à lui, l'être humain, l'homme, Lang. Il revient là, toujours au même endroit. Alors l'autre, il vient aussi, petit à petit, il s'apprivoise comme ça aussi. Et par les odeurs. Et puis il y a cette idée aussi dans le film que je trouve très bien, c'est que il y a d'une part les relations entre les chiens, la meute, les chiens errants, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville abandonnée, quelque part entre les humains qui restent? C'est des relations de gang quasiment. C'est aussi, c'est presque des, voilà, c'est presque. Elles sont pas meilleures, quoi, les relations entre les hommes. Ils se déchirent, ils se mordent dessus, ils s'impressionnent, ils se disputent le territoire. Voilà, il y a un truc en miroir, en fait. Donc c'est... La vue sur le western, c'est très bien. C'est vrai, ça, je l'avais pas vu. Mais Lang, pourquoi il ne parle pas? Celui qui arrive, qui est pas connu dans la ville du western et tout ça, qui va être le héros à la fin, il parle pas. Lui, il sait par des effets, se faire entendre, se faire valoir. Aussi, il y a ça. Il revient de prison. Donc il parle pas. Mais par contre, il s'est soigné de cette violence qu'il avait en lui, des choses comme ça. Et il étouffe sa violence en ne parlant pas. Parce que quand on répond, il y a quand même quelque chose de plus violent que quand on sait se contenir sa violence. Ah oui, on imagine qu'il y a soit expiation du passé, soit retour traumatique de la prison, soit aussi défaite du langage. Qu'est-ce que le langage parvient à exprimer dans cet univers condamné en quelque sorte? Le langage devient inutile, il ne régule plus les rapports sociaux, et c'est pour ça qu'il invente un nouveau type de langage avec l'animal, un langage sifflé. Moi, je trouve ça vraiment assez beau, cette question de la langue dans le film. Oui, pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, j'ai vu des petites touches un petit peu plus positives que ce que vous nous avez décrit au
dans votre lecture du film. Notamment au début, les chiens, on apprend qu'ils ont été abandonnés par les humains et que du coup ils occupent la ville parce qu'ils sont devenus seuls, et puis on renoue avec une relation avec l'homme, et c'est finalement l'animal qui arrive à réhabiliter les hommes, cet homme qui revient. Et alors, vous avez parlé de la couleur. Moi aussi, sur le début du film, j'ai vu vraiment cet effet de saturation. Et plus on avance dans le film, notamment à la fin, on revoit des couleurs. Alors, c'est pas pour autant que la ville renaît, mais en tout cas, on revoit des gens sortir. Il y a l'éclipse qui rassemble des humains. Il y a aussi les festivités autour des JO. Et puis l'homme, le voisin finalement, qui l'accueille tout au début, il s'appelle Monsieur Chameau. Et quand les animaux sont libérés, et on voit aussi un chameau, donc comme des résurrections en fait de la place de l'homme dans cette ville. Bon, il finit par en partir, et effectivement, elle était suffisamment abîmée pour pouvoir imaginer qu'elle va renaître de ses cendres. J'en suis pas là quand même mais quand même j'ai vu des choses qui se tissaient au fur et à mesure par cette relation d'apprivoisement de l'homme et de l'animal. Oui, c'est comme si le film nous décrivait le détail, la seule relation qui puisse renaître sur un tel terreau, cette entente miraculeuse entre l'homme et le lévrier, entre l'ancien prisonnier et son lévrier, mais qui survient dans un contexte très particulier parce que il est d'abord engagé par la brigade qui est là pour chasser les chiens, et c'est parce qu'il se refuse aussi à faire son travail. C'est ça aussi, hein. Il laisse évader les chiens, il est malmené par ses collègues, ils comprennent pas pourquoi. Et on le met à un moment, on le réaffilie, on lui donne une tâche de conducteur parce que dans la capture des chiens, il est très mauvais, il se sabote lui-même, il ne veut pas. Voilà, il se refuse à ça. Et c'est aussi parce qu'il est à contre-courant de l'organisation sociale telle qu'elle demeure encore dans cette ville. Que cette relation peut naître. Et peut-être aussi parce qu'entre lui et le lévrier, ils se flairent, ils se reconnaissent. Il y a une sorte de magnétisme mutuel qui les rapproche. Et oui, mais c'est intéressant en effet. Oui. Bonjour. Évidemment, j'ai beaucoup aimé ce film. Moi, je voulais noter l'importance du loup, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. C'est quand même l'origine du chien, hein, donc je pense qu'il y a aussi un clin d'œil par rapport à ça. Le loup qui est capable de retourner à l'état sauvage, ce qui est peut-être pas forcément le cas des chiens qui ont été domestiqués, mais bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis l'importance de la nature et des éléments climatiques, parce qu'on en a beaucoup quand même dans ce film. Il y a, évidemment, à la fin, il y a l'éclipse, mais il y a la neige, il y a les tempêtes de vent, il y a de la grêle, enfin voilà, donc c'est ce paysage extrêmement sauvage et quand même plutôt hostile, hein. Ouais. Et l'importance des éléments, et puis tout ce que ça crée comme lumière aussi dans le film, quoi. Donc j'ai trouvé ça important. Voilà. Ouais, c'est très juste. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements climatiques. L'éclipse, la grêle, etc. Il y a plein de choses là-dessus. En effet, qui scandent aussi un peu le récit, ça rythme, ça participe. On voit le passage du temps un petit peu qui se. Mais oui, il y a aussi quelque chose d'un emballement des éléments, d'une hostilité en effet des éléments. Ça, c'est très vrai, c'est très juste. Même à la fin, quand il enterre son chien, il y a un ciel très lourd, très bas, qui participe de tout ça. On est aussi dans une... j'ai l'impression qu'il a choisi
je ne sais pas si elle existe vraiment, la ville. Bon, de toute façon, il y a un décor dans lequel il a filmé, mais il imagine une ville qui est à la frontière de quelque chose, qui est à la frontière du désert, qui est quelque part la fin de la civilisation, l'extrême, le bout de la civilisation. Et on peut prendre ça dans un sens métaphorique. C'est-à-dire, c'est pas seulement le bout géographique, c'est aussi un stade ultime de là où la civilisation se termine en quelque sorte. Et c'est intéressant de se mettre là, à cet endroit, et d'imaginer comme ça ce récit d'un renversement des ordres, l'ordre des règnes presque. Est-ce que le règne humain ne touche pas à sa fin pour laisser place à un autre règne? Oui, pour aller dans le sens du dépeuplement, j'ai remarqué d'abord dans cette ville, il n'y a qu'une petite fille qui apparemment vit avec sa grand-mère, donc j'imagine que les parents travaillent loin, comme ça se voit souvent en Chine. Les problèmes démographiques, la sœur et les problèmes économiques, la sœur qui ne peut pas venir pour voir son père qui va mourir, qui dit qu'elle a un enfant et qu'à 3 quand même c'est dur, comme si elle avait une famille nombreuse. Donc ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez de la fin d'une civilisation, puisqu'il n'y a plus d'enfants non plus. Oui, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de famille dans cette ville. Ouais. Il y a eu sans doute, je ne sais plus quand s'est arrêtée la politique de l'enfant unique en Chine, mais ça doit être plus tard. Donc voilà, on doit être encore en plein dedans. Et puis ce qui est très marquant aussi, c'est que le seul personnage féminin, on n'en a pas parlé, mais qui intervient dans le récit et qui va avoir une relation avec Lang, c'est la fille du cirque. Mais l'autre, là, son copain ne veut pas se marier, donc lui non plus, il ne lui répond pas. Je suppose que pour avoir un enfant, il faut se marier en Chine, donc c'est pareil, quoi. L'humanité s'éteint. Oui, mais voilà, mais ce personnage féminin, il est itinérant, il ne s'arrête pas, quoi. Il est voué à repartir de toute façon, donc voilà, ça aussi, c'est... Oui. Oui, alors je ne suis pas une grande spécialiste de la Chine, donc du coup je me sentais un petit peu frustrée parce que je pense quand même qu'il y a des choses qui nous échappent et je pense que c'est aussi un film politique. Et bon, j'ai entendu par un analyste de cinéma qu'il avait un peu un doute sur ce réalisateur. C'est pas ce que je dis, je rapporte, parce qu'il fait des blockbusters qui sont évidemment financés par la Chine et que par ailleurs, lui s'en explique en disant qu'il peut faire ses films indépendants grâce à l'argent. Enfin, voilà. Bon. Mais quand même, il se posait cet analyste la question de l'authenticité. Bon, bref. Alors, je voulais revenir surtout sur 3 moments qui me paraissent très intéressants dans le film. Justement, les Jeux Olympiques, parce que Lang choisit ce moment-là où les hommes, les femmes sont rivés sur leurs écrans et où il va pouvoir, en toute impunité et heureusement, soulager son père de ses souffrances. Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est ce ravin avec ses planches que Lang n'arrive jamais à passer. Il tombe. Et aussi quand il y a l'éclipse, effectivement, on voit qu'il y a des humains et qui se rassemblent comme une meute de chiens. Voilà, donc, bon, il y a des tonnes de choses à dire, mais c'est 3 moments que j'ai trouvé intéressants. Oui, le parallèle entre les chiens et les humains, ça il est fait tout au long du film. C'est intéressant, la planche de bois. Alors c'est un gag récurrent dans le film, un gag, c'est un peu douloureux pour le pauvre Lang qui se casse toujours la figure, mais il n'y a pas d'issue en fait. Voilà, oui, c'est un sens. Ça a un sens. Je pense que c'est une société sans issue presque. On peut passer. Bon, alors après il y a un chemin qui contourne, mais c'est intéressant la façon dont il joue avec ces planches en effet. Et puis oui, alors sur le côté politique du film, moi c'est une vraie question aussi que je me pose, je me demande, parce qu'il n'y a pas de film chinois sans le tampon de Pékin, de toute façon. Je veux dire, ou alors c'est des films clandestins ou très underground, mais ça, on n'y a pas forcément accès. Si un film chinois nous arrive, c'est qu'il est... Et je me dis, mais comment ils ont pu laisser passer un film pareil, qui est accablant,
qui montre une société quasiment au bord de l'apocalypse, du non-renouvellement, de l'extinction, quoi, quelque part. Et puis ce parallèle entre la société humaine et une meute de chiens, bon, c'est rude. Le film n'est pas particulièrement violent, il n'exagère pas dans la violence graphique à l'écran, elle est suggérée par certains moments envers les animaux, mais plus suggérée que vraiment montrée. Mais bon, on peut avoir une lecture du film politique qui montre vraiment un état terminal de la société chinoise. Mais il me semble qu'il y a ce qui permet, je pense, ce regard, et ce qui fait que le film n'a pas été particulièrement censuré, ou en tout cas à ce qu'on sache, c'est le passé. C'est-à-dire que comme c'est en 2008, comme c'est derrière nous, voilà, on peut, je pense, il y a une petite permissivité, si tant est qu'on puisse mettre des choses négatives dans le passé. Voilà, et dire que depuis, bon, ça laisse ouverte l'interprétation pour dire, bon, depuis on a fait des efforts, depuis ces problèmes ont été réglés, etc., que sais-je. Mais je pense que ça aide, et c'est quelque chose qu'on voyait à chaque fois qu'il a été question de censure au cinéma ou de création sous des régimes un peu autoritaires, en URSS, pour la question du cinéma soviétique, même à Hollywood, avec les codes d'autocensure, etc. C'est que souvent de placer un récit dans un passé révolu, censé être derrière nous, voilà, ça autorise un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est ce que je me dis parce que le film est quand même sidérant de noirceur. Il montre l'urbanisation chinoise à un état de décomposition totale quand même. On a affaire quasiment aux vestiges d'une ville pendant une grande partie du film. Puis il y a une décrépitude des lieux et de la population qui est quand même assez saisissante. Donc c'est une vraie question. Et c'est vrai que j'avais entendu aussi qu'il finançait ses films plus personnels en faisant des films à grand spectacle, à gros budget. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas si je suis obsédée par les mines de charbon, mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un chevalet qui tombe à un moment et comme la terre est noire, je me demandais s'il n'y avait pas une exploitation minière qui était détruite en même temps. Et alors, il y a un autre film que moi, je n'ai pas réussi à voir jusqu'au bout. Il m'a un peu ennuyé, chinois, qui est passé récemment. Jean-Paul, tu dois t'en souvenir parce qu'il a été projeté ici. Et où on voit aussi un théâtre qui est comme ça. Enfin, c'est une ville abandonnée aussi, un théâtre abandonné, et où c'est beaucoup tourné dans le théâtre. Ça ne dit rien, Jean-Paul? Non. Bon, bref, moi, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout. Mais oui, il semblerait qu'en Chine, alors, le film dont je parle, je ne sais pas s'il reflète, comment dire, ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est en 2008, ça fait presque 20 ans, ça fait 15 ans, non, un peu plus. Mais on a cette impression tout de même qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont abandonnés, mais même c'est même pas pauvre, c'est qu'ils ne vivent plus, quoi. Alors pour quelle raison? Je trouve que c'est pas si clair parce qu'en fait ils précisent qu'ils vont reconstruire pourquoi. Voilà. C'est curieux. On se demande s'il y a vraiment une possibilité de reconstruction parce que. C'est vraiment. Mais oui, peut-être que le film auquel vous pensez, je me demande si c'est pas Only the River Flows, qui était un polar. Non, c'est pas ça? Où il y a un poste de police qui s'installe dans un cinéma abandonné? Non, pas du tout. D'accord. Bon, c'était une. Ouais, j'arrive pas à le retrouver. Je le retrouve peut-être. Bonjour. En fait, moi j'ai retrouvé des côtés historiques dans le fait de la chasse aux chiens. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, je ne sais plus si c'était au moment du Grand Bond en avant, je crois, où ils ont tué tous les oiseaux. Se rendant compte qu'ils ont déclenché une catastrophe écologique puisqu'ils ne mangeaient plus les vers. Donc il y a ce petit rappel. Et c'est pour ça que je trouve qu'en filigrane, il y a une critique politique. Tout comme ils montrent les bâtiments qu'ils vont détruire. Or, au moment des Jeux de Pékin,
il y a eu une grosse polémique sur Pékin, où on a détruit les vieilles maisons qui étaient près de la place Tiananmen pour tout moderniser. Donc cette ville, quelque part, elle n'existe pas, elle est aux confins du monde, et il y a plein de régions pauvres en Chine, et souvent les gens sont obligés de partir vers les villes, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas le droit de partir comme ils veulent. À un moment, il fait sa carte d'endroit. Un Chinois n'a pas le droit de se déplacer comme il veut. Il faut qu'il ait une autorisation, même pour aller travailler dans une autre province. Et c'est donné en fonction de son âge, de la possibilité et de l'intérêt qu'il peut présenter pour la société chinoise. Donc moi, j'ai trouvé quand même qu'il y a un petit peu de politique, mais très bien dissimulé. Ce côté, on ne le dit pas, mais ça quand même, le grand bond en avant, il est là en filigrane, hein, quand on a décidé qu'il fallait tuer tous les oiseaux, tous les nuisibles pour avoir des meilleures récoltes. Et ça s'est révélé une catastrophe après. La destruction des anciens quartiers Pékin, ça a quand même été en polémique. C'était ces maisons où les gens vivaient, avaient la boutique en bas, vivaient au-dessus, qu'on retrouve dans beaucoup de communautés chinoises. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont beaucoup plus politiques, mais c'est jamais affirmé complètement. Là, quand même, la présence de la police, elle est là. Elle vous prend en photo, faut pas sourire. On en est là aussi en France, d'ailleurs, quand on fait une photo, maintenant, il ne faut surtout pas sourire si c'est pour une pièce d'identité. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé en filigrane ce côté quand même politique et cette désespérance quand même. Parce qu'ils vont construire des nouveaux quartiers, mais bon, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose dans cette ville. Les rues sont défoncées et tout, c'est aux portes du désert, voilà. Mais oui, parce qu'il est obligé de faire passer les éléments un peu critiques ou plus sombres, ou plus sous l'apparence du récit de genre, du cinéma de genre, un peu mi-polar, alors on disait western, voilà, on serait plutôt dans une sorte de thriller ou simili-polar. Donc on fait passer ça sous l'apparence du récit d'un retour comme ça d'un cinéma un peu de genre, et encore pas complètement, mais c'est comme ça qu'on arrive généralement à négocier avec la censure, à négocier avec les interdits, à faire passer des petits éléments critiques. Ils sont obligés, hein, ils peuvent pas faire autrement, mais ça crée un dialogue intéressant à l'intérieur du film, hein, comment on arrive à faire comprendre, comment on arrive à montrer les choses. Là, moi, il me semble que le film, ce qui me sidère avec ce film, c'est que ça va assez loin, c'est assez explicite quand même sur la décrépitude, la désolation d'une ville, l'état d'abandon des choses. Je me demande si ils ont toujours pu montrer ça, les cinéastes chinois. C'est un peu ces effets désastreux de l'urbanisation, des grands mouvements de population, etc. Là, on voit quand même pas mal, hein. Ça me fait penser d'ailleurs, je crois qu'ils avaient eu un même problème de chiens errants à Bucarest, en Roumanie, avant ou après Ceausescu, je ne sais plus exactement, mais c'est pareil, c'est les gros mouvements d'urbanisation qui créent des catastrophes écologiques aussi, et notamment, il y avait eu aussi une chasse aux chiens errants à Bucarest. À un moment, on parlait de ça. Voilà, donc il y a des résonances aussi qui peuvent s'établir à chaque fois qu'il y a des processus de construction ou de destruction engagés par les sociétés humaines. Ça crée ces sortes de désastres ou de menaces de désertification, quoi. Voilà, donc le film nous rappelle à ça. Ouais, c'est assez intéressant. Bonsoir. Moi, je suis étonné quand même par ces références à la fois au western, aux États-Unis, parce qu'à un moment, je me suis demandé si j'étais en Chine ou si j'étais dans le désert américain. Le premier plan, les chiens qui attaquent qui passent devant le bus. La diligence, quoi. C'est l'attaque de la diligence par les Indiens. Indiens qui contrôlent effectivement aussi le désert. Et pensez-vous que ces références assez nombreuses sont volontaires de la part du réalisateur, sûrement. Même la musique, on fait référence au rock. Est-ce que c'était parce que le film était destiné à l'international ? Peut-être pour simplifier le propos, ou en tout cas avoir des références communes pour tous les spectateurs.
Je vous pose la question. Oui. Simplement que la Chine n'est pas restée totalement hermétique à une sorte de culture mondialisée. Hein. Je veux dire, le pop rock, ça a percé en Chine. Voilà, ils connaissent les... Et déjà Pink Floyd, ça date un petit peu aujourd'hui. Hein, mais oui, bien sûr, ils ont été perméables à ça. Les cinéastes chinois... Alors là, c'est la 6e génération. Il y en a eu d'autres depuis, mais ils étaient assez cinéphiles. Ils connaissaient un peu le cinéma américain. Il y a des références américaines hein, qui habitent comme ça simplement parce que aucune région dans le monde n'a échappé à la culture américaine ou à ces espèces de la culture de masse quoi, qui a diffusé partout. Et évidemment en Chine aussi. Donc il y a tout ce que je sais sur Guan Yu, c'est le réalisateur. C'est pas des films que j'ai vus, mais ses premiers films, c'est sur la scène rock de Pékin, sur des groupes de rock. C'est ce qu'on peut lire un petit peu sur son compte. Mais voilà, je pense qu'il aime bien le rock, quoi. Et donc, la référence à Pink Floyd, je pense que ça fait pas. C'est une espèce de référence mondiale. Il a joué un petit peu avec ça. Mais oui, tout ça. Moi non plus, je suis pas spécialiste de la Chine particulièrement, mais on voit souvent dans les films transparaître un petit peu de cette culture mondialisée, quoi. Ça arrive, ouais. C'était évidemment superbement bien joué. Qu'est-ce qu'on sait de la distribution des acteurs, acteurs principaux et les autres? Est-ce qu'on sait quelque chose ou pas? Il y en a certains qu'on voit un petit peu dans les films chinois qui nous arrivent. Moi, je pourrais pas vous retracer leur biographie ou leur carrière parce que c'est très... L'acteur principal, je sais pas qui il est. Je me demande si je l'ai pas vu dans un autre film. Ça, là-dessus, mes connaissances sont très limitées. La seule chose que je pouvais vous dire, ça m'a surpris de le voir ici, c'était le chef de la brigade des chiens qui fume ses cigarettes à table, qui organise un petit peu la chasse aux chiens. C'est un cinéaste, voilà. C'était un collègue de Guan Yu qui s'appelle Jia Zhangke, qui est assez connu parce que ses films passent souvent en France. Mais pour tout ce qui est des autres membres du casting, c'est des acteurs professionnels hein, qu'on voit un petit peu dans les films chinois, mais je serais bien incapable de vous dire qui ils sont, ce qu'ils font, quelle est leur carrière, etc. Parce que mes connaissances sont trop limitées dans le domaine, malheureusement. Oui, moi j'ai été intriguée effectivement par l'acteur principal, enfin le rôle principal, et de ce que j'ai pu lire là, visiblement il est plutôt adepte des comédies romantiques. Donc là, on est. Il a changé de registre. On n'est pas du tout sur la même planète. Voilà. Quoique, est-ce que c'est pas une romance entre l'homme et oui, il y a forcement l'idée de la romance entre l'homme et le chien. J'avais juste une remarque sur le ravin, sur le pont cassé, parce qu'en fait, au début du film, on sait que comme il sort de prison, il n'a pas le droit de sortir de la ville, en fait. Hein. Et donc, je pense que ça matérialise la frontière. Hein, voilà. En plus, il y a une borne. Hein, à un moment donné, on la voit très bien. Il y a une borne qui matérialise ça. Et en fait, il revient à cet endroit à 2 ou 3 reprises, je crois, dans le film. Et la dernière fois qu'il vient, c'est pour partir. Hein, une fois que son père est décédé et qu'il n'y a plus rien qui le rattache à cette ville. Et donc, il arrive enfin à sauter le ravin, on ne sait pas trop. Enfin, il prend un chemin détourné. Parce que c'est vrai que c'est un peu curieux ce passage, c'est qu'en fait, on voit très bien dans les scènes qu'on peut passer à côté. Voilà. C'est purement symbolique. En fait. Voilà. C'est vraiment... et lui, il choisit de sauter l'obstacle en fait que ça peut représenter dans sa vie en fait. Donc voilà. Alors l'acteur, je le connais pas. Alors il faisait des comédies romantiques. C'est intéressant. Gros changement de registre, gros virage de carrière. Mais non, mais il est très athlétique. Moi, je trouve qu'il y a plein de scènes physiques. Bon, alors il se bagarre, etc. Mais des fois, il monte sur les tuyaux et tout. Il est vraiment. Il y a un côté très sportif du personnage, très physique, et d'autant plus qu'il ne parle pas beaucoup, qui marche très bien, hein, avec sa silhouette effilée, son crâne rasé. Il est très, très cinégénique et je trouve qu'il habite bien le
le cadre, quoi. Hein, il est vraiment bien là-dessus. Et puis, oui, alors je rajoute sur les scènes, la scène du pont, on en a parlé, puis il y a celle aussi du conflit avec Roux, le boucher, l'homme au serpent, etc., qu'il sauvera à la fin quand les serpents ont envahi sa ferme. Il y a cette scène du pont coupé aussi. Hein, elle est importante parce que, encore une fois, une issue impossible. Le symbole d'une ville qu'on ne peut pas quitter, qui est bloquée, brisée, où les accès sont... Et voilà, et le pont prend une autre dimension à ce moment-là, c'est celle de la dette, enfin de l'expiation pour le crime qu'il a commis sur le neveu de Monsieur Roux. Si tu arrives à sauter ce pont, voilà, on met les comptes de côté, ce sera bon. Intéressant aussi, cette dimension-là quasi rituelle en fait de l'épreuve. Hein, et peut-être que le retour dans cette ville est pour lui une sorte d'épreuve géante en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une épreuve à surmonter là-dedans, dans son passé? Est-ce que cette ville, c'est ça aussi, il y a aussi une analyse subjective qu'on peut faire du film, une analyse presque, affective. Est-ce que cette ville n'est pas l'image d'un passé à surmonter pour lui? Hein, et dans ce cas-là, la désertification prendrait tout son sens. Est-ce que ce ne sont pas tout ce qui nous hante de notre passé, toutes ces dettes qui s'accumulent, dettes morales, dettes affectives, etc. Hein, est-ce que c'est pas tout cela un immense passé qu'il faudrait laisser derrière soi à tout âge dans la vie? Il y a aussi un moment où on coupe les amarres. Bon voilà, je vais pas filer je vais pas enchaîner les métaphores, mais voilà, il y a un petit peu de ça. Oui, bonjour. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je l'entends comme un pied de nez au film héroïque, parce que je trouve qu'il est vraiment anti-héroïque, parce que justement, il le passe jamais ce pont, même à la fin, il tombe encore. Et le film finit par un sourire, enfin, comme s'il se moquait un peu de ces films aussi, où vous parlez de défis. Effectivement, il y a tout ça, je l'entends aussi, mais j'entends aussi cette dérision aussi on va pas sauver le monde, enfin, je vais pas réussir à sauter le pont et je m'en vais quand même. Ou même à un moment donné, quand lui propose soit tu sautes le pont, ou soit tu t'inclines, il prend la troisième voie. Ouais. Je trouve ça intéressant, cette troisième voie aussi. On n'est pas obligé de réussir quelque chose. On n'est pas obligé de s'incliner ou de sauter le pont aussi. On peut aussi, je m'en vais. Enfin, je retourne en arrière. On verra plus tard. Ouais, c'est intéressant cette piste un peu de dérision et d'humour, parce que je pense en effet qu'elle est là. C'est assez présent. Je veux dire, son premier contact avec l'animal, il se fait mordre les fesses quand même. C'est vrai, quoi. Il y a ce plan devant la glace où il a la morsure sur les fesses. Il n'est pas complètement glorieux, quoi, comme personnage. Il a cette dimension aussi de raté, qui est très présente. Et je pense qu'en effet, il y a aussi une part d'humour dans le film. Il peut sembler très grave, très sombre, très inquiétant. Il y a aussi les chutes successives du personnage, ses tentatives ratées, etc. Il y a aussi une part d'humour, c'est vrai. J'en ai juste pour une minute, c'est pour revenir sur les marquages. Ouais. Les marquages, c'est de l'homme et du chien, c'est effectivement pour s'apprivoiser et faire qu'on est là tous les deux. Et d'ailleurs, un spécialiste des loups dans le domaine des écrins, dont je n'ai pas le nom là, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait pour se faire accepter par les loups et pouvoir les étudier, travailler sur eux. Bonjour. Bonjour. Moi, c'était juste pour faire remarquer, mais c'est une impression, que c'est un film de désarroi quelque part. Parce qu'avec l'avancée du capitalisme, on vous demande toujours d'aller plus loin. Et la Chine a construit des barrages énormes, elle a noyé des villages. Et les gens doivent toujours partir, abandonner finalement toute leur mémoire, toute leur culture, microculture, tout leur passé. Et en même temps, il n'y a nulle part où fuir.
Mais pour le pouvoir central, ça ne compte pas, parce que je trouve qu'on regarde un peu ça avec notre regard d'occidental. Ils sont tellement nombreux que la notion de personne n'existe pas. Donc ça se voit sur les chantiers, par exemple. Il y a beaucoup d'accidents du travail. Sur certains chantiers, vous aviez 100 personnes supervisées par la France, hein, d'ailleurs, par Bouygues et compagnie. C'est des sous-traitants, comme toujours. Vous pouvez avoir une centaine de morts dans la journée par accident de travail. Ces gens-là n'existent pas. Et donc c'est juste pour rappeler ça, et je trouve que quelque part, il y a un peu d'écho de cette situation, sans pouvoir dire plus peut-être. Mais après, c'est à vous de... Ben oui, alors moi je me dis évidemment, en voyant le film, qu'il y a quelque chose en effet d'un pouvoir qui a été jusqu'à installer une ville dans ce coin, des industries, etc. Mais qu'au moment où on voit le film, c'est surtout le recul du pouvoir central auquel on a affaire. On a l'impression que les gens sont allés là pour s'installer, pour travailler, voilà. Aujourd'hui, ce sont plutôt des personnes âgées. Il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus d'enfants, et on a l'impression que le pouvoir est parti. Le pouvoir s'est reculé. Il n'y a plus que les haut-parleurs, en quelque sorte. Et il y a une forme de situation d'abandon, de qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus justement encadré. Il y a c'est ce lendemain c'est l'après pour moi que décrit le film. Hein, évidemment, c'est aussi ça quelque part, une forme de totalitarisme ou je sais pas, ou de pouvoir très autoritaire, très concentré. Disons plutôt ça, c'est aussi la décision comme ça de laisser tomber une ville ou de se retourner ou voilà, c'est cette absence qui pour moi me marque dans le film, hein, le fait que on a été organisé par ce pouvoir et puis du jour au lendemain il n'est plus là, voilà, il n'est plus là, quel état de trace, quel état de slogan, et voilà, moi le film touche à ça quand même. C'est assez audacieux, c'est plutôt bien senti. Il y a un côté fantomatique dans cette ville, qui est ce fantôme qui est l'ombre d'un pouvoir qui s'est retourné, qui agit ailleurs et qui a laissé cette communauté à son sort. Donc je pense que je vois le film comme ça en tout cas. Mais bon. Excusez-moi, je me trompe. Est-ce que ça vous fait pas penser à un autre film qui est passé il y a 2 ans, je dirais, qu'on passe les hirondelles? Ah oui, j'avais vu ce film. On ordonne aux gens de quitter l'endroit pour aller on les force. Et il y a un couple qui construit sa maison contre tout le monde, contre... Tout à fait, oui, bien sûr. C'était plus la vie rurale. Hein, on était dans un contexte de... Oui, c'était des cultivateurs, un couple de cultivateurs, etc. Il n'y a pas de chien, mais... Oui, tout à fait. Mais souvent, les films chinois parlent de la façon dont les grandes décisions étatiques percutent la vie des individus. Ça, souvent, le cinéma c'est beaucoup confronté à ça, a beaucoup montré ça. Dans les films de Jia Zhangke, on voyait la construction du barrage des Trois Gorges, une politique de grands travaux publics qui avait noyé des villages entiers. Et on pourrait citer plein d'autres exemples. Et souvent, il y avait un film de... je sais plus, Wang Xiaoshuai, je crois, sur la politique de l'enfant unique dernièrement. Une longue fresque familiale qui faisait presque 3 heures, le titre m'échappe, et qui était un beau film aussi. On peut dire que les cinéastes chinois abordent ces questions. Qu'est-ce qu'une décision centralisée ? Comment ces grandes décisions, ces grandes politiques d'État, ces politiques de grands travaux, de grands mouvements de population, etc., heurtent la vie des individus? Quelle influence ça a? Qu'est-ce que ça brise aussi?
Et là-dessus, bon, en louvoyant, en se montrant sinueux, en arrivant à s'adapter aux exigences de la censure, les cinéastes chinois, très courageusement, ont pris en charge ces questions. Aujourd'hui, il semble que le cinéma chinois soit beaucoup plus axé sur le grand spectacle, s'est lancé dans une course pour concurrencer Hollywood. Il y a eu des politiques de construction de multiplex un peu partout en Chine. Ça marche très fort, le cinéma là-bas, mais évidemment, il y a un réarmement, pour utiliser un terme qu'on connaît bien, qui a mis en avant le grand spectacle chinois. Mais on voit, avec un film comme celui-ci, que il y a des cinéastes chinois qui continuent à travailler, qui continuent à essayer de montrer comme ça. Et l'autre film, on ne sait pas comment il est sorti. Et c'est vrai, ça, je ne sais pas non plus comment il a été reçu là-bas. En tout cas, comme vous l'avez vu sur l'affiche, puis au début du film, il a été récompensé en France à Cannes. Il a eu le prix Un certain regard, et il a été salué quand même. Donc oui, il faudrait voir comment ça a marché en Chine. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés jusque-là. Et puis... Merci Mathieu. Et juste dire qu'on va se retrouver dans 2 semaines pour vous proposer le dernier film de Bong Joon-ho, Mickey 17. On voit Mickey 17. Voilà. Et vous allez voir, c'est une fable de science-fiction et politique détonnante et qui a été très, très prophétique.